Je m'appelle Denise. J'ai 72 ans. J'ai toujours été une femme assez indépendante. Pas autoritaire, pas méfiante non plus, mais prudente. J'ai élevé mes 2 enfants seuls après le départ de leur père. Je n'ai jamais été riche, mais j'ai toujours su gérer. J'ai travaillé dur toute ma vie, caissière, femme de ménage, aide à domicile, un peu de tout. Et petit à petit, sou par sou, j'ai réussi à acheter un appartement. Un modeste 2 pièces dans un immeuble ancien, sans ascenseur, au 3e étage. Il n'était pas grand, ni moderne, mais il était à moi. Je m'y sentais chez moi. Il représentait toute ma vie de labeur. Mon seul vrai bien. Mon refuge. L'hiver dernier, je suis tombée malade. Rien d'extraordinaire au départ, une toux, un peu de fièvre. Mais ça a dégénéré. Une infection pulmonaire sévère. Mon médecin a insisté pour que je sois hospitalisée, par précaution, disait-il. En quelques jours, je me suis retrouvée sous antibiotiques, perfusion, oxygène. J'étais faible. Pas seulement physiquement. Tout semblait flou. Je ne mangeais plus, je ne dormais presque pas. Mes enfants sont venus me voir. Thomas, mon fils, a été le plus présent. Il passait tous les 2 jours, parlait avec les infirmiers, me ramenait des vêtements, un livre, des biscuits. Il me disait qu'il s'occupait de tout. Qu'il fallait que je me repose. Un matin, il est arrivé avec une enveloppe. Il m'a parlé doucement, presque comme on parle à une enfant. Il m'a dit, c'est juste une procuration, maman. Comme ça, je peux gérer tes papiers pendant que tu es ici. Les factures, l'électricité, ce genre de choses. Tu n'as qu'à signer là. J'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, mes lunettes étaient à la maison. J'ai signé. Je n'ai même pas lu. C'était mon fils. Mon garçon. Je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait me mentir. Je suis sortie de l'hôpital 10 jours plus tard. Affaiblie, amaigrie, mais soulagée de rentrer enfin chez moi. J'avais appelé Thomas la veille pour lui dire à quelle heure je sortais. Il m'avait dit qu'il viendrait me chercher. Mais le jour même, il ne répondait pas au téléphone. Pas de message, pas de nouvelles. Finalement, j'ai pris un taxi. Arrivé devant mon immeuble, quelque chose m'a immédiatement frappé. La porte d'entrée avait une nouvelle serrure. J'ai tenté ma clé, en vain. Je me suis dit que j'avais dû me tromper. Que j'étais encore faible. Mais non. Ma clé ne rentrait pas. J'ai sonné chez les voisins, personne. J'ai appelé Thomas encore. Rien. Après 15 minutes, il m'a enfin répondu. Sa voix était posée, presque trop calme. Il m'a dit, « Maman, il fallait qu'on parle, justement. J'ai dû prendre quelques décisions pendant que tu étais hospitalisée. » J'ai senti mon ventre se serrer. Il a continué, l'appartement n'était plus adapté. Trop d'escaliers, trop de risques. J'ai signé un compromis de vente avec l'agence. On avance. Pour ton bien. Je ne comprenais pas. J'ai demandé où étaient mes affaires. Mon lit, mes photos, mes papiers. Il a répondu, on a tout mis dans un garde-meuble. Je te donnerai l'adresse. Mais maintenant, il faut que tu penses à ta santé. Je vais t'aider à trouver quelque chose de plus simple. Je suis restée figée, debout sur le trottoir, mon sac à la main. J'avais froid. Pas à cause du vent. À cause de ce que je venais de comprendre. Mon propre fils avait vendu mon appartement. Sans me le dire. Sans mon accord. En utilisant cette fameuse procuration. J'ai raccroché sans dire un mot. Je me suis assise sur un banc, en face de la boulangerie. Et j'ai attendu. Longtemps. J'essayais de respirer lentement, de ne pas paniquer. Mais je sentais mes mains trembler. J'avais du mal à croire ce qui venait d'arriver. Pas un inconnu. Pas un escroc. Mon fils. Mon propre fils. Ce n'était pas juste la perte d'un bien. C'était une trahison. Une profonde rupture dans la confiance. J'avais élevé cet enfant, je m'étais privée pour lui. Et lui, dès que je suis devenue vulnérable, a vu une opportunité.
Mais plus les minutes passaient, plus une chose étrange montait en moi. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus lourd. Une décision silencieuse. Je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas faire de scène. Non. J'allais récupérer ce qui m'appartient. Pas pour punir. Pour rétablir. Parce que j'existe. Et que personne, pas même mon propre enfant, n'a le droit de m'effacer comme ça. Je suis restée sur ce banc presque 2 heures. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus d'adresse, plus de clé, et surtout plus aucune certitude. Mon fils, celui que j'avais nourri, élevé, protégé, venait de me jeter dehors avec des phrases polies et vides comme « pour ton bien ». C'est ça qui me revenait en boucle. Ce ton calme, comme s'il parlait à une étrangère, à une charge administrative. Je n'avais pas envie de pleurer. Pas de suite. Ce que je voulais, c'était comprendre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma fille, Jeanne. Elle a décroché tout de suite. Maman? Tu es sortie? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je lui ai dit où j'étais. Que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Que Thomas avait changé la serrure. Silence. Puis elle a dit, avec cette voix qui tremble quand on essaie de rester posé. Attends-moi. J'arrive. Elle est arrivée en 15 minutes. Elle a garé sa voiture n'importe comment, est sortie en courant. Elle m'a prise dans ses bras comme si j'avais été perdue depuis des jours. Puis elle m'a dit. Raconte-moi. Tout. Sans sauter une ligne. Je lui ai tout expliqué. L'hôpital. La procuration. Le compromis de vente. Le garde-meuble. Elle m'écoutait, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a pris la main et a dit doucement. On va faire ce qu'il faut. Il n'a pas le droit. Elle m'a ramenée chez elle. Elle vit dans un 2 pièces, avec ses 2 enfants. Ce n'était pas l'idéal, mais elle a fait de la place. Elle m'a installée sur le canapé, a apporté des couvertures, du thé, des biscuits. J'avais le cœur lourd, mais au moins, je n'étais pas seule. Le soir même, elle a appelé une connaissance, un avocat spécialisé en droit immobilier. Il a accepté de nous recevoir le lendemain. J'étais épuisée, mais j'y suis allée. Je ne voulais pas perdre de temps. Le cabinet était modeste, mais propre, ordonné. L'avocat s'appelait Maître Lemoine. La quarantaine, lunettes, ton direct. Il nous a écoutés avec attention, sans interrompre. Il prenait des notes, hochait la tête. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo. Ce que vous décrivez, madame, est grave. Très grave. Une procuration n'est pas un blanc-seing. Si votre fils a utilisé ce document pour vendre votre bien sans votre accord éclairé, alors nous parlons potentiellement d'un abus de confiance, voire d'un détournement de patrimoine. Vous étiez hospitalisé, affaibli. Nous devons récupérer cette procuration, vérifier ce qu'elle autorisait exactement. Et surtout, demander la suspension de la vente, si elle n'a pas encore été finalisée. Je n'ai rien dit. J'avais mal à la tête, le souffle court, mais ces mots me donnaient quelque chose de nouveau, de l'appui. Il a continué. Nous allons demander les documents chez le notaire qui a traité la vente. Ensuite, nous pourrons envisager une action en justice. Mais cela prendra du temps. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout? J'ai levé les yeux vers lui. Il m'a pris mon toit. Je veux le reprendre. Pas pour me venger. Pour montrer que je suis encore là. Il a noté cette phrase. Puis il m'a tendu une feuille avec une liste, documents à fournir, témoignages possibles, courrier à envoyer. Jeanne a pris tout en main, elle a organisé les démarches, fait les photocopies, rempli les formulaires. Elle n'a rien dit sur son frère. Pas un mot dur. Mais je voyais dans ses gestes qu'elle était esséurée. 3 jours plus tard, Thomas m'a appelé. Sa voix était tendue. Il avait reçu une lettre du notaire l'informant d'une opposition sur la vente. Il a commencé par un ton calme, presque mielleux. « Maman, pourquoi tu fais ça? On peut en parler, tu sais. »
Je l'ai laissé parler. Puis j'ai répondu. Ce n'est plus à toi que je dois parler. C'est à la justice. Il a soufflé, énervé. Tu dramatises. Tu fais ça pour me punir? Tu sais ce que ça va me coûter? J'ai répondu calmement. Et toi, tu savais ce que ça allait me coûter à moi, de me retrouver sans rien? Il a raccroché. Je suis restée assise longtemps après ça. J'avais la gorge serrée. Je ne me réjouissais pas. J'aurais aimé qu'il vienne, qu'il me regarde en face, qu'il dise simplement « Je suis désolée ». Mais je savais que ça n'arriverait pas. Alors je me suis relevée. Et j'ai continué. Les semaines suivantes ont été longues. Je passais mes journées entre papiers, rendez-vous chez l'avocat, et le canapé de ma fille. Je dormais mal. Non pas à cause du confort, Jeanne faisait tout pour m'aider, mais parce que je vivais avec ce vide. Celui qu'on ressent quand on a perdu ce qu'on croyait inébranlable, la confiance. Ma maison me manquait. Pas seulement les murs, mais tout ce qu'elle représentait. J'y avais vu grandir mes enfants. J'y avais pleuré, ri, vieilli. Et voilà qu'elle avait été vendue comme un objet dont on se débarrasse. Maître Lemoine avait été clair, la procédure serait lente. Il fallait d'abord bloquer la vente. Bonne nouvelle, l'acte définitif n'était pas encore signé. Nous avons donc déposé une requête pour suspendre la transaction, au motif que la procuration avait été obtenue dans un contexte de vulnérabilité, sans mon consentement éclairé. Le notaire, alerté, a mis en pause la vente. L'acheteur, furieux, a déposé une lettre de réclamation, disant qu'il n'était pour rien dans ce problème de famille. Je le comprenais. Mais ce n'était pas lui que je visais. Ce qui m'a frappé, c'est la froideur des procédures. Des courriers, des délais, des termes juridiques que je ne comprenais pas toujours. Mais j'ai suivi. Pas à pas. Chaque fois que je signais un document, je me disais, cette fois, c'est moi qui signe, en pleine conscience. Thomas ne m'a plus appelé. Mais j'ai appris par Jeanne qu'il avait raconté à des cousins que j'avais perdu la tête, que je faisais un drame à cause de quelques papiers, que j'étais fatiguée, confuse. Il essayait de décrédibiliser ce que je faisais. Ça m'a blessée. Plus que je ne voulais l'admettre. Mais ça m'a aussi donné une rage calme. J'ai demandé à Maître Lemoine de me faire passer un test d'aptitude mentale. Pas parce que j'en doutais, mais parce que je voulais que ce soit écrit, signé, officiel. J'ai passé l'évaluation avec un neuropsychologue. Un entretien d'1 heure. Mémoire, logique, compréhension. À la fin, il m'a regardé et a dit. Vous êtes parfaitement lucide, madame. C'est une triste affaire, mais votre esprit est clair. Le rapport a été ajouté au dossier. Et avec ça, on a lancé la procédure pour faire annuler la procuration. Ensuite, l'annulation de la vente elle-même. C'était long, lourd, mais j'avançais. Je ne cherchais pas à faire souffrir Thomas. Mais je voulais qu'il comprenne. Qu'on ne joue pas avec la dignité d'une mère. Qu'on ne décide pas à sa place quand elle est à l'hôpital, vulnérable, et qu'on appelle ça protégée. Un matin, je suis allée au tribunal pour une audience préliminaire. Jeanne m'a accompagnée. J'étais habillée sobrement. J'avais mis mon vieux manteau beige, repassé la veille. J'étais nerveuse, mais droite. L'avocat de Thomas a parlé en premier. Il a dit que son client avait agi dans l'urgence, avec souci, pour le bien de sa mère. Il a parlé de confort, de praticité, de besoin d'anticipation. Rien que des jolis mots pour cacher une réalité sale. Puis ce fut notre tour. Maître Lemoine a parlé posément. Il a présenté les documents, la chronologie. Il a montré le rapport médical, le contexte de ma signature, les messages flous envoyés par Thomas. Et moi, j'ai pris la parole. Pas longtemps. J'ai juste dit. Je suis ici parce que je n'ai pas disparu. On m'a volé ma voix pendant une faiblesse. Je la reprends maintenant. Le juge m'a regardé droit dans les yeux. Et il a simplement hoché la tête. Pas un sourire, pas une faveur. Juste un signe de reconnaissance. C'était le début. Mais je savais déjà, je ne récupérais pas seulement un appartement.
Je récupérais ma place. Après l'audience préliminaire, quelque chose a changé. Ce n'était pas visible de l'extérieur. Mais en moi, il y avait un calme nouveau. Une forme de solidité. Je ne me sentais plus perdue, ni volée. Je me sentais présente. Debout. Et plus seule. Le juge avait décidé de suspendre toute procédure de vente tant que le fond du dossier ne serait pas éclairci. C'était déjà une victoire. Je n'avais pas encore récupéré mon appartement, mais il était à l'arrêt. Intact. En attente. Comme moi. Thomas, lui, ne m'a pas recontacté. Mais j'ai reçu une lettre de son avocat. 3 pages de mots vides, cherchant à minimiser, à justifier. Je ne l'ai même pas lu en entier. Je l'ai rangé dans une pochette avec les autres papiers. Elle ne méritait pas plus. Pendant ce temps, la vie chez Jeanne se poursuivait. Les enfants m'avaient accepté sans trop de questions. Ils voyaient bien que quelque chose s'était passé. Parfois, ils me demandaient, « Mamie, tu vas bientôt retourner chez toi ?» Et je répondais, « Oui. Bientôt. » Je continuais à me lever tôt. À noter les dates, les courriers, les démarches. Je n'avais jamais été du genre à faire des listes, mais cette fois, c'était différent. Chaque note était une preuve que je reprenais le fil. Que je n'étais pas figée dans la colère. J'étais en mouvement. Je crois que c'est ce qui m'a le plus sauvée, ne pas me laisser glisser dans le ressentiment. Je n'attendais pas d'excuses. Je ne voulais pas qu'il revienne me dire pardon. C'était trop tard pour ça. Mais je voulais que la justice dise, noir sur blanc, que ce qu'il avait fait était inacceptable. Que ce n'était pas une incompréhension. C'était une trahison. 2 mois plus tard, l'audience principale a eu lieu. La salle était petite. Moi d'un côté. Thomas de l'autre. Il n'a pas osé me regarder. Il fixait ses genoux. Il avait maigri. Il semblait plus jeune, presque enfantin dans son costume mal ajusté. Le juge a pris la parole. Il a lu les faits. Le rapport médical. La procuration. Les messages. Il a résumé sans émotion, sans jugement. Puis il a dit. Compte tenu des éléments, la Cour considère que la procuration a été obtenue dans un contexte de vulnérabilité, sans consentement libre et éclairé. Par conséquent, elle est annulée. L'acte de vente est suspendu, en attente d'annulation par voie notariale. L'appartement reste la propriété exclusive de Madame Denise Renaud. J'ai fermé les yeux. Juste un instant. Pas de sourire. Pas de larmes. Juste ce souffle, ce soulagement, cette pensée, j'ai tenu. Quand je suis sortie du tribunal, Jeanne m'attendait dehors. Elle m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit. On n'avait pas besoin de mots. Quand nous sommes rentrés chez Jeanne après l'audience, elle m'a proposé un verre de vin. C'était rare chez elle, mais ce soir-là, elle en avait envie. Moi aussi. Nous avons trinqué sans mots, juste un regard, une respiration longue. Je me suis sentie vieille, fatiguée, mais aussi pleine. Pleine de moi-même. J'avais traversé cette tempête sans me dissoudre. Pas en criant, pas en m'effondrant, mais en avançant, un papier après l'autre. La semaine suivante, le notaire a officialisé l'annulation de la vente. Il a été froid au téléphone, presque agacé. Ce genre de conflit, ça dérange leur tranquillité professionnelle. Mais je m'en fichais. Il m'a dit, vous pouvez récupérer les clés chez mon bureau. Jeanne a proposé de venir avec moi, mais j'ai refusé. Je voulais y aller seule. Le jour venu, j'ai mis une robe propre, mes chaussures plates, mon vieux manteau beige. J'ai pris le métro. 3 stations. Un petit sac à main. Pas de drame. Juste moi. Quand j'ai récupéré les clés, j'ai eu un frisson. Le trousseau était différent, évidemment. Pas mes clés d'origine. Celles installées par Thomas. Mais maintenant, c'était moi qui les reprenais. Je suis montée jusqu'au 3e étage. L'escalier était toujours aussi raide. J'ai eu besoin de faire une pause au 2e palier. J'ai ri toute seule en pensant à ce que Thomas avait dit, c'est trop pour toi, maman. Peut-être.
Mais c'était mon trop. La serrure tournait difficilement. L'air à l'intérieur était lourd. Ça sentait la poussière, le renfermait. Je suis entrée lentement. Le salon était vide. Aucun meuble. Les rideaux avaient disparu. Le silence m'a frappé comme un mur. Je me suis avancée. Mes pas résonnaient. J'ai posé mon sac sur le rebord de la fenêtre. Et je me suis assise par terre, dos contre le mur. J'ai fermé les yeux. Pas pour pleurer. Pour sentir. Pour me rappeler. Ce mur, je l'avais peint moi-même. Ces taches sur le parquet, c'était quand Jeanne avait renversé du jus d'orange. Ce coin du mur portait encore la trace d'un clou mal enfoncé où pendait une photo de famille. Tout avait été enlevé. Mais rien n'était perdu. J'ai passé 2 heures là, sans bouger. Puis je me suis levée, lentement. J'ai ouvert les fenêtres. L'air froid est entré d'un coup. J'ai eu la chair de poule. Mais je me suis sentie vivante. Je suis repartie. Pas pour de bon. Pas encore. Mais je savais que j'y reviendrais. Pas pour retrouver le passé. Pour construire mon après. Les jours suivants, j'ai contacté une entreprise de garde-meubles. J'ai récupéré mes cartons. Tout n'y était pas. Certaines choses avaient disparu. Mes albums photos. Une vieille horloge. Des objets sans valeur marchande, mais lourds de souvenirs. Ça m'a serré la gorge. Mais je n'ai pas crié. J'ai noté ce que j'avais. J'ai vidé chaque carton. Rangé, trié. Comme on refait surface. Thomas ne m'a pas appelé. Jeanne m'a dit qu'il avait quitté la ville. Il était parti vivre chez un ami, plus au sud. Il avait quitté son emploi. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Même les voisins de l'immeuble. Une vieille amie m'a dit, « Ton fils, il a été vu comme il est. » Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas alimenter le jugement. Je voulais la paix. Un matin, j'ai repris possession de mon appartement. Pas en fanfare. Avec une casserole, 2 assiettes, un matelas. C'était suffisant. J'ai mangé du pain grillé et du fromage assise sur une chaise pliante. Et je me suis dit, c'est chez moi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peut-être que mes forces allaient diminuer. Peut-être que je finirais par déménager un jour. Mais ce jour-là, je savais que j'avais repris ce qu'on avait voulu m'enlever, ma voix, ma volonté, ma dignité. Les mois qui ont suivi mon retour dans l'appartement ont été remplis de gestes simples. Je les faisais lentement, sans hâte, mais avec cette forme de précision que donne la solitude choisie. Je n'avais pas récupéré ma vie d'avant. Je n'en avais pas envie. C'était une autre étape, avec un autre rythme. J'ouvrais les volets le matin avec calme, je faisais chauffer de l'eau dans une vieille bouilloire ébréchée que j'avais retrouvée dans un carton. Je m'asseyais à la table, je buvais mon thé sans téléphone, sans bruit, juste avec le silence autour. L'appartement était presque vide au départ. J'avais récupéré quelques meubles du garde-meubles, mais beaucoup de choses manquaient. Les bibelots, les cadres, mes livres préférés, certaines photos, perdues, données, jetées. Je n'ai jamais su. Thomas n'a rien dit, et je n'ai pas insisté. Ce qui restait, c'était surtout de l'espace. J'ai décidé de ne pas tout remplir. J'ai acheté un fauteuil d'occasion, que j'ai placé près de la fenêtre. Une lampe avec un abat-jour beige, doux. Une étagère avec 5 livres que j'aimais vraiment relire. C'était suffisant. Je ne voulais plus accumuler. Je voulais respirer. Chaque jour, je faisais un peu plus. Pas pour aller mieux, mais pour vivre à mon rythme. Je cuisinais de nouveau. Des plats simples, soupe, omelette, un peu de riz. J'allais au marché du quartier, je discutais avec les commerçants. Certains m'avaient reconnu. Une fleuriste m'a dit un jour. On ne vous voyait plus. Je suis contente de vous revoir debout. Je l'ai remercié. Je n'ai rien expliqué. Je n'en avais pas besoin. Mon histoire, je ne voulais pas la raconter à chaque coin de rue. Pas pour la cacher. Mais parce qu'elle était devenue une partie de moi que je protégeais. Pas un slogan. Pas un exemple.
Une vérité silencieuse. Jeanne venait me voir souvent. Elle apportait du pain, du fromage, des petits gâteaux. Parfois, elle restait pour déjeuner. D'autres fois, elle déposait juste un sac et repartait vite. Je sentais qu'elle m'observait. Qu'elle surveillait mon énergie, mon moral. Elle ne posait pas trop de questions, mais ses gestes disaient tout. Un jour, elle m'a demandé. « Tu as pensé à ce que tu veux faire plus tard ? Si jamais tu ne veux plus vivre seule ?» Je lui ai répondu calmement. « Oui. Et pour l'instant, je veux être ici. Jusqu'au dernier jour possible. » Elle n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête. Avec Thomas, il n'y a plus eu aucun contact. Pas un mot. Pas une lettre. Pas une visite. Il avait quitté la ville, selon ce qu'on m'a dit. Il vivait chez un ami, avait quitté son travail, et ne parlait plus de moi à personne. Je ne ressentais ni haine ni soulagement. Juste une distance. Une sorte de vide propre. J'aurais voulu qu'il vienne me dire « je me suis trompée ». Mais je savais que ça n'arriverait pas. Et j'ai appris à ne pas attendre ce qui ne viendrait jamais. Un dimanche matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années, réécrire mon testament. Je suis allée chez un notaire, j'ai pris rendez-vous, j'ai tout expliqué. Je ne voulais pas que mon silence futur permette un autre abus. Jeanne serait l'unique héritière. Pas Thomas. Et j'ai ajouté une clause, que l'appartement reste un logement accessible pour une femme seule, âgée, sans ressources, pendant 5 ans après ma mort, avant toute vente. Le notaire a levé les yeux, surpris. Vous tenez vraiment à ça ? Oui. Je veux que ce lieu serve à autre chose qu'à enrichir qui ne le mérite pas. J'ai aussi écrit une lettre. Une feuille pliée en 2. À l'intérieur, 3 phrases, j'ai repris ma voix. J'ai repris ma maison. Je suis restée debout. Rien de plus. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Peut-être 2, peut-être 10. Mais ce que je sais, c'est que je ne les passerai pas à m'excuser d'être là. J'ai été effacée une fois. Ce sera la dernière. Je ne vais plus aux réunions de famille. Je ne veux pas entendre les murmures, les demi-sourires. Ceux qui disent « c'est dommage », ce qui s'est passé entre elle et son fils, comme si c'était un simple malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Il a choisi de me faire taire. Et moi, j'ai choisi de me relever. Maintenant, mes journées sont simples. Le matin, je lis. L'après-midi, je marche un peu. J'observe les feuilles, les chats du quartier, les nuages. Je n'ai pas besoin de plus. Je suis là. Présente. Tranquille. Et ça suffit. Parce qu'ils pensaient que j'allais me laisser faire. Que j'étais faible. Fatiguée. Trop vieille pour me défendre. Mais ils ont oublié une chose essentielle, je n'ai jamais été aussi forte que le jour où j'ai décidé de ne plus dépendre du regard des autres. Le jour où j'ai compris que je n'avais besoin de rien d'autre que de ma propre détermination. Et maintenant, je vis. À ma façon. Sans bruit. Mais sans permission.